C'est aujourd'hui qu'intervient la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces que compose l'ère opérationnelle 1. Cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. Vous suivrez tout à l'heure la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi 16 février. Capitale de l'Éthiopie pour participer à la 36e Assemblée générale des chefs et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre demain samedi. Détail à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la télévision nationale. Nous ouvrons cette édition à Addis Abeba où le président de la République s'y est rendu de la soirée de ce jeudi à 16 février 2023. Antoine Tshisekedi participera à la 36e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va s'ouvrir demain samedi. Nous vous invitons donc à suivre les images sur son arrivée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la soirée de ce jeudi 16 février à Addis Abeba en Éthiopie. Venu participer à la 36e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre le 18 février courant, les chefs de l'État prendront part ce vendredi 17 février à deux importantes réunions où sera débattue la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays. La première réunion est un sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à l'Angola. Cette réunion des chefs d'État fait suite au dernier sommet de l'EAC du 4 février dernier à Bujumbura. Au cours de ce sommet du Burundi, il avait été décidé de tenir ce 17 février une réunion élargie des chefs d'État de l'EAC dans l'objectif de faire une évaluation du processus de Luanda et celui de Nairobi afin d'établir une nouvelle feuille de route et ce, après les constats du refus délibéré des troupes terroristes du M23 appuyées par le Rwanda de se retirer avant les 15 janvier 2023 de plusieurs localités occupées. La rencontre de ce vendredi se veut aussi une instance de clarification du mandat de la force régionale de l'EAC déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la délégation congolaise, tirant les leçons de l'échec de la feuille de route, les chefs d'État de l'EAC doivent rendre effectif le mandat offensif de la force et finaliser le déploiement des autres troupes. La deuxième réunion est celle du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Devant cette instance, les médiateurs désignés de l'Union africaine, l'Angolais João Lourenço, doit faire part à cette instance du travail qu'il a effectué dans le cadre de sa mission. Le président de la République est accompagné ici à Addis Abeba de la distinguée première dame Denise Nyakeru, de quelques ministres et des membres de son cabinet. Félix-Antoine Tshisekedi participe à une importante réunion où se débat la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Ce sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE-EAC, élargi en Angola, a été ouvert ce matin. Les travaux se poursuivent en ce moment depuis le siège de l'Union africaine. La correspondance de Giscard Roussema. La veille de l'Assemblée générale annuelle des chefs d'État de l'Union africaine, Addis Abeba abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de 8 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à la République d'Angola. Ce format avait été décidé à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community tenu à Bujumbura le 4 février dernier. Tous les 8 chefs d'État ont répondu présents, excepté le président Salva Kiir du Sud du Soudan et Yoweri Museveni de l'Ouganda représentés au niveau ministériel. Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, João Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union africaine et puis Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de la East African Community. Les deux chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante, mais ont proposé chacun un ordre de jour différent.
Pour Joël Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des troupes du M23 et son financement, tandis qu'Évariste Ndayishimiye, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine, et le communiqué final de ce sommet est très attendu. d'Addis Abeba, Giscard Koussema. Après 25 jours de prolongation, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de clôturer définitivement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle ce vendredi 17 février 2023. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par Mme Patricia Nteyamoulela, rapporteure de la centrale électorale. On l'écoute. Conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce 16 février 2023 les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3. Comme vous le savez, l'ère opérationnelle 3 comprend 7 provinces et 2 pays suivants: Bazuele, Haut-Uele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Avec ce lancement dans l'AO3, l'enrôlement des électeurs vient de couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les 5 pays pilotes retenus pour cette opération. Pour votre gouvernement, la durée de l'enrôlement des électeurs dans l'AO3 est de 30 jours allant du 16 février au 17 mars 2023. S'agissant de la clôture de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1, mesdames et messieurs de la presse, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. Après évaluation, la CENI avait accordé un temps de prolongation de 25 jours. Ce délai expire 17 février 2023. Statistiques au 15 février 2023. Total général pour l'AO1, 14 288 816, soit 76,43%. Hommes, 7 388 110. Femmes, 6 905 706. Autre chose, la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga, on a discuté avec le sous-secrétaire général des droits de l'homme. La rencontre a eu lieu hier au Palais du Peuple. Sylvie Mouimo pour le reportage. La situation des droits de l'homme, plus particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec toutes ces évidences de violations imposées aux paisibles citoyens, a été portée à la connaissance de la communauté internationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a tenu à informer Itzé Brons Kéris, sous-secrétaire général des droits de l'homme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, comme toutes les institutions congolaises, attendent plus de collaboration de la communauté internationale et de soutien envers la RDC contre cette guerre injuste lui imposée par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23. Le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse, au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante, y inclus au niveau donc global, pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Avec une ferme assurance, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme a rassuré à Christophe Mbosonko Diampouanga de l'engagement de son institution pour des solutions plus claires et plus durables sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette ordonnance qui émane du cabinet du président de la République, ordonnance numéro 23/013 du 16 février 2023 portant prorogation de l'état de
de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 119, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'arrêt sous R Constitution 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 7 février 2023, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 7 février 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 février 2023, le cabinet du président de la République, Guilé Niebombouizia, directeur de cabinet. C'est un réarmement moral pour les secrétaires généraux, inspecteurs et autres responsables de l'administration pour la culture et de l'intégrité. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé l'atelier d'orientation pour une administration publique pétrie des valeurs. Nadine Kilo-Choseli Kenya, c'est ce reportage. Doter la République démocratique du Congo d'une administration à la hauteur de sa grandeur nécessite le sens de l'éthique professionnelle, le dévouement, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité, la loyauté et le civisme. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert l'atelier d'orientation le mercredi 16 février 2023 pour armer moralement les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État. Cet atelier stratégique a permis à ces hauts cadres de l'administration d'intérioriser la politique générale sur plusieurs réformes de l'administration telles qu'édictées par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réussite de toutes ces ambitions, dont l'objectif est de matérialiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui nous a fixé un cap, celui de redorer l'image de la fonction publique, celui de moderniser notre administration publique et d'innover les services publics, ne saurait être effective sans l'engagement et l'accompagnement de chacun de vous. Pour qu'ensemble, nous puissions relever tous les défis en tant que haut fonctionnaire, responsable public, j'attends l'exemplarité de chacun et l'observance stricte des principes édictés dans les codes d'éthique et de déontologie professionnelle de l'État public. Séance tenante, les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État ont reçu les textes légaux et réglementaires régissant les agents publics de l'État et procédé à la signature de l'acte d'engagement éthique. Nous, comme service public, nous allons l'accompagner. Et quand on dit l'accompagner, c'est accompagner aussi la vision du chef de l'État. Il compte sur nous et nous avons pris l'engagement de l'accompagner et d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme. Ces hauts cadres ont promis d'accompagner le gouvernement de la République dans les actions actuellement en cours visant la maîtrise des effectifs, la fluidité de départ à la retraite, le rajeunissement qualitatif et compétitif, pour ne citer que cela. Autre
autre chose, le consortium Lualaba Power est venu présenter au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moïse Moukaleng le projet Ndilo 2, un projet qui consiste à fournir de l'électricité à la population congolaise début 2027. Les précisions dans ce reportage signé Marie Kalong. Le projet Ndilo 2, situé sur la cascade du fleuve Congo au niveau de Lualaba, sera bientôt développé. Et ce pour résoudre le déficit énergétique des entreprises minières et de la population avoisinante. Le consortium Lualaba Power, qui a gagné le marché, est venu le présenter au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moïse Moukaleng, en présence du personnel administratif et du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, qui représente la partie SNEL dans ce consortium. Selon l'administrateur de Lualaba Power, ce projet dénommé Eshima d'une capacité d'environ 200 MW sera mis en service début 2027. Non, on a prévu, je crois que je l'ai dit d'entrée des jeux, il y a 15 000 kWh qui sont prévus rien que pour la population. Actuellement, il y a un déficit de plus de 1000 MW pour les entreprises minières. Et comme vous savez, aujourd'hui, la République produit 2,3 millions de tonnes de cuivre, juste après le Pérou, le premier étant Chili. Et si on met à la disposition des entreprises minières 1000 MW, elles sont capables de produire plus de 2 millions de tonnes de cuivre. Vous comprenez? Donc nous allons approcher les Chili. Et il faut retenir que d'ici 2026, il est fort possible que le cours du cuivre augmente et ça pourrait constituer une opportunité pour la République. Gérard Tamboué a renchéri qu'Eshima est un projet innovant qui tient compte du mixte énergétique. Un projet évalué à hauteur de 470 millions de dollars américains. Le projet coûtera environ 470 millions de dollars. Notre projet a l'avantage d'être un projet innovant qui tient compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les mix énergétiques. Et donc, nous allons travailler en hydro, mais aussi avec la centrale solaire. Vu l'urgence de la situation, le patron de l'énergie, Olivier Moïse Moukaleng, a instruit le consortium Lualaba Power d'intensifier les travaux afin de rendre opérationnelle la centrale hydroélectrique de Ndilo 2 d'ici 2026. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux merveilles de notre pays. La plage de Mwanda, elle offre une opportunité de voir le baobab de Stanley, vieux de 700 ans. Le barrage Tinga et le pont Maréchal témoignent de la grandeur de notre beau pays. Découvrons cela avec Gaëtan Magalano. On s'y croirait dans une autoroute menant vers le Texas, aux Suisses. Deux images que vous ne verrez certainement pas dans certains médias lorsqu'il s'agit de la RDC. Nous sommes au Congo central, l'une des provinces du pays d'Nkimpavita, sur la nationale numéro 1 menant vers la ville de Mwanda. Ici, le paysage est à couper le souffle. Ces verdures apportent une beauté impeccable, couronnée par les eaux du fleuve Congo. Béni par son fleuve, l'océan s'invite aussi dans cette plage que ces Congolais se donnent le plaisir de fréquenter souvent. À Boma, l'histoire de l'État indépendant du Congo reste contée à travers ces baobabs de Stanley, vieux de 7 siècles. La DGA de l'OCC. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce baobab de Stanley et aujourd'hui j'ai quand même une idée et une image de ce que ça représentait. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce baobab de Stanley et aujourd'hui j'ai quand même une idée et une image de ce que ça représentait. Inga 1, Inga 2, symbole de l'unité nationale mais aussi de l'électrification du pays de Lumumba, héros national. Loin de la ville de Boma, le pont Maréchal témoigne l'esprit ingénieux de grandeur qui caressait l'aigle de Kawele, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, le défunt deuxième président de la RDC, traversant le fleuve Congo et permettant de relier par la route Matadi à Boma, située à une 50aine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo, au passage de voitures autres sur ces ponts. On ne peut zapper cette inscription, peut-être le testament du roi Zahir à son peuple. Scandale géographique, la RDC demeure un pays à visiter au moins une fois avant de... Réunion interinstitutionnelle dans la province du Haut-Katanga. Le nouveau bâtonnier Jean-Paul Kitenge Kabundi a réuni les différents corps constitués pour parler du fonctionnement de l'appareil judiciaire de cette province.
Grande première au barreau près la cour d'appel du Haut-Katanga. En effet, à l'initiative du tout nouveau bâtonnier, Jean-Paul Kitenge Kabunji, le barreau vient d'organiser un dîner interinstitutionnel à Lubumbashi. Motif, remercier les autorités et vulgariser la triple mission de l'avocat, à savoir le service public, la défense judiciaire, la défense extrajudiciaire. Le tout devra se faire en fonction du serment ordinal. Dans sa communication à l'assistance, le bâtonnier a révélé que chaque citoyen a le devoir de dénoncer les avocats qui sortent et s'écartent de la déontologie professionnelle. Il a en outre exhorté les invités à ce dîner d'avoir avec les prestataires de l'ordre les partenariats gagnant-gagnant. Intervenant à son tour, Pierre Malagano Kalongola, premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, a planché sur la régression et la dégradation de l'art de dire le droit, qui se trouve être dans le chef de tous les acteurs judiciaires, à savoir magistrats assis et debout, les avocats, les défenseurs judiciaires, les greffiers et agents du parquet. Nous devons relever le défi, a martelé le premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, comme le veut le chef de l'État qui insiste sur l'instauration d'un État de droit en République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole en dernier lieu, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a déclaré que l'exécutif provincial se tient prêt pour donner main forte aux judiciaires, notamment aux avocats, pour l'émergence de l'état de droit. Notons que les membres du Conseil provincial de sécurité, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, les membres de la FEC, les consuls de Belgique et de France, les organisations professionnelles étaient présents lors de ce dîner interinstitutionnel qui a lieu au Bushcamp. Créée le 15 février 1982, l'UDPS totalise 41 ans d'existence. La Fédération de Lubumbashi a organisé une messe d'action de grâce dite à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, située au centre-ville de Lubumbashi. Joël Kayembi, reportage. Dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul, située au centre-ville de Lubumbashi, cadres combattants, habillés aux couleurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, les sympathisants du parti présidentiel ont rehaussé leur présence à la messe d'action des grâces pour remettre entre les mains de l'Éternel leur parti qui souffle sur sa 41e bougie depuis sa création le 15 février 1982 par Étienne Tshisekedi Wamulumba, Marcel Liaou et autres membres fondateurs. Une messe aussi de réconciliation, se réconcilier avec le passé de l'UDPS, se réconcilier avec la vision de l'UDPS et se réconcilier entre vous. Et non seulement entre vous, mais aller aussi réconcilier le peuple. Parti politique rempli d'ambition pour le changement de la République démocratique du Congo, Jean-Marie Lumbu, président fédéral à dit intérim de l'UDPS Lubumbashi, a relaté quelques souvenirs positifs et négatifs du parti devant l'assistance. Nous avons été matraqués sérieusement par les différents actifs que nous avons connus. Évidemment, nous ne sommes pas découragés parce que le père fondateur était ce que nous avait toujours dit de ne pas avoir peur. Et ce sentiment-là, nous l'avons vraiment écarté dans notre combat. À l'issue de son adresse, l'honorable Fabien Katon a présenté à la foule les nouveaux adhérents à l'UDPS Lubumbashi, notamment le député national Christophe Kitambala. Une journée porte ouverte a été décrétée à l'UDPS Kibassa à l'occasion du 41e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les cadres de cette formation politique ont médité et réfléchi pour l'avenir du parti en se rappelant de son histoire, des moments d'échange qui ont permis aux militants et militantes de se souvenir des efforts du père fondateur et artisan de la démocratie en RDC. On en parle avec Nono Mansip.
Le 15 février 1982, c'est un grand jour qui a vu naître l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. C'est parti dont est membre l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de fêter son 41e anniversaire. Une occasion pour tous les militants et militantes de commémorer la bravoure des pères fondateurs qui ont lutté pour l'instauration de la démocratie en RDC. À l'UDPS Kibasa, les moments étaient bien choisis pour réfléchir sur l'avenir du parti. Maître Séraphin Umbaka Pépé, secrétaire général de l'UDPS Kibasa, a saisi cette opportunité pour retracer l'historique de l'UDPS en mettant un accent particulier sur la présidence du fait Frédéric Kibasa Maliba, premier président de l'UDPS voté par les collèges des fondateurs. Pendant ces temps d'intenses échanges et de réflexions, les cadres de l'UDPS Kibasa ont décortiqué les projets des sociétés de l'UDPS devenus aujourd'hui programme du gouvernement reposant sur l'idéologie « Les peuples d'abord ». Aujourd'hui pour nous, ce n'est pas un jour de grande festivité. Au regard des problèmes que nous connaissons à l'Est, donc le 41e anniversaire du parti, c'est un anniversaire de méditation. Nous nous sommes retrouvés avec les combattants pour méditer, relater l'histoire du parti, connaître l'histoire du parti. C'est vraiment un jeu de questions-réponses, d'échanges, un exercice qui nous a été octroyé par le secrétaire général Umbaka Pépé pour permettre aux combattants de connaître l'histoire, parce qu'on dit en français un peuple sans repère, c'est père. À la fin de cette journée porte ouverte, le secrétaire général Séraphin Umbaka Pépé s'est insurgé contre tout ce qui falsifie l'histoire de ces grands partis qui est resté dans l'opposition 38 ans durant, malgré les turbulences, avant d'accéder au pouvoir. Toujours à Kinshasa, les Tshisekédistes se souviennent de leur maître idéologique, soit à travers une messe dite hier en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Fifi Mukundi. Des centaines de personnes combattant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Tshisekedi, les responsables d'autres formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, avec en tête le combattant gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, sont venus assister à une messe d'hommage en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Dans son allocution, le gouverneur Théo Ngwabidje Kasi a salué la mémoire de cet homme d'exception, cette icône qui a su imposer la démocratie, héros national Étienne Tshisekedi et dont le fils Félix Antoine Tshisekedi poursuit les combats de son père. La deuxième partie de la messe était consacrée à la célébration du 41e anniversaire de la création de l'UDPS. À tour de rôle, les combattants du parti présidentiel se sont succédés du haut de l'autel afin de prier pour le repos éternel du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi. Nous pouvons dire avec fierté que ce combat a donné du résultat, puisqu'aujourd'hui, la démocratie dans notre pays est consacrée. La tête aujourd'hui de notre pays est un héritier digne, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui je rends les hommages depuis différents. L'autre temps fort de la messe, c'était la commémoration du 4e anniversaire de l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, combattant de l'UDPS, fidèles, catholiques et des citoyens présents à cette célébration eucharistique ont élevé leurs prières en faveur du président de la République, à qui le gouverneur a interpellé l'assistance à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout en ces temps d'agression. Également dans l'actualité, signature contrat entre le Programme des Nations Unies pour le développement et deux entreprises de construction Global Innovation et Procom pour construire les infrastructures dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu. Le ministre d'État, ministre du Plan, Crispin Mbadou, a présidé cette cérémonie en présence du représentant résident du PNUD, Dominique Sam. Même Tabangou, du reportage. Les responsables de ces deux entreprises ont opposé leur signature au bas des contrats en vue de construire les infrastructures. Au total, 36 infrastructures sont concernées dans le Sud Kivu et les Kasaï. Le ministre d'État du Plan a d'intérim loué l'apport du PNUD dans la construction des écoles, centres de santé et autres centres administratifs. La cérémonie de ce jour marque la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local des 145 territoires. Pour le premier volet, donc, qui concerne les écoles, le centre de santé et le bâtiment administratif,
Le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages. Pour le PNUD, ce programme répond aux attentes des objectifs de développement durable. Donc c'est vraiment pour moi un sentiment de fierté pour cette vision du chef de l'État, du gouvernement congolais. Et comme disait M. le ministre d'État, M. le ministre AI de Plan, ce que représente ce programme. Pour nous, au PNUD, c'est ça qui va au cœur d'accélération vers les atteintes des objectifs de développement durable. C'est un mécanisme d'accélération. Donc pour nous, ce programme, c'est ce mécanisme qui va aider la RDC à accélérer, n'est-ce pas, l'action nécessaire vers les atteintes des ODD en 2030. Des programmes de développement de 145 territoires voulus par le gouvernement de la République ambitieux dans la mesure où ils rapprochent les ruraux des services socio-économiques de base. En sport pour terminer, en prévision de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération, le président honoraire du DSMP, Jean-Claude Okoto, sensibilise les Imaniens sur le soutien à leur équipe. Reportage d'Adine Banga et Fidèle Nkakoli. D'un administrateur d'un grand club comme Motema Pembe des Rings, quelle serait votre réaction? Je crois que ma réaction est très positive. J'étais très ravi du résultat qu'on venait d'obtenir à Abidjan. Obtenir un match nul dans un pays étranger, c'est pas facile. Je crois qu'on est passé par dents des scies. Mais là, j'aimerais, pour le deuxième volet de votre question, mon souhait, c'est de mobiliser tous les Imaniennes et les Imaniens, d'être ensemble. Nous avons toujours dit, Imana uni est imbattable, la raison pour laquelle vous avez vu ce premier résultat. Et dimanche, je crois qu'on va se retrouver en Angola. J'aimerais vraiment, avec les esprits, avec les prières, que tout le monde se mobilise pour que nous puissions être qualifiés. C'est ça mon souhait et je crois que c'est le souhait de tous les Imaniens. En même temps, j'en profite pour exhorter nos supporters. Vous savez, ça fait 2 fois où j'étais président du comité. Je n'ai pas été assez insulté, mais vraiment j'exhorte cette fois-ci que nous cessions nos vieilles habitudes. Fin donc de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Nono Manseke Papinguenamao qui l'ont réalisé. Merci à vous une fois de plus. Je vous retrouve très prochainement. Je souhaite de passer un bon début de week-end à toutes et à tous. Mais il y a beaucoup de Congolais qui n'ont aucune pièce. Donc parmi ceux que vous venez d'énumérer, dans ces cas-là, que feront-ils? Très bien. Tout Congolais qui n'a aucune pièce exigée peut se présenter au centre d'inscription accompagné de 3 témoins qui sont déjà enrôlés dans ce même centre pour témoigner de son âge et de sa nationalité. Donc, allons tous. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo